François Legault persiste et signe. Le premier ministre du Québec, en visite à Paris, demande à Ottawa de transférer la moitié des demandeurs d'asile, soit 80 000 de ces demandeurs, vers d'autres provinces. Le fédéral affirme ne pas détenir ce pouvoir et soutient que leur déplacement obligatoire irait à l'encontre de la Charte des droits et libertés du Canada. N'empêche, pour le chef caquiste, c'est à Ottawa de trouver une solution. La demande du premier ministre suscite passablement de réactions et c'est le premier sujet de notre 24-60 politique que nous avons enregistré un peu plus tôt, en fin d'après-midi, avec Guillaume Bourgault-Côté et Louis Blouin, notre chef de bureau à Ottawa. Guillaume et Louis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, Louis, pour ce carnet politique de notre 24-60 politique. Je commence avec vous, Guillaume. Sujet incontournable de l'heure. Ça couvre Ottawa comme Québec, l'immigration. Pourquoi vous avez choisi ce sujet-là? Bien, le sujet de l'heure et de la rentrée, plus largement, et peut-être même de l'année aussi. Cette impression, en fait, cette semaine, que M. Legault a vraiment été dans le spectre de l'improvisation, dans ce qu'on a vu à Paris, avec cette idée des déménagements forcés. Et je dis ça parce que le point de presse aujourd'hui était très éclairant à cet égard. Nos collègues journalistes, on va l'écouter. OK. Je ne suis pas capable d'accueillir humainement le nombre de demandeurs d'asile qu'a laissé entrer le gouvernement fédéral. C'est pas moi qui va commencer à analyser les impacts des différentes solutions sur la Charte des droits et libertés. C'est au gouvernement fédéral. Ils veulent avoir ce pouvoir-là. C'est à eux autres à trouver des solutions. François Legault joue sur la route, là. Je pense qu'il s'est laissé emporter. C'est inacceptable. Et la solution qu'il prône serait inhumaine. Es-tu capable de voir que c'est un enjeu sérieux et c'est un problème, mais aussi de constater que c'est des êtres humains qui fuient la misère puis qui fuient le danger? Devant son impuissance et le fait qu'il est dépassé par la question de l'immigration, François Legault est de plus en plus un fabulateur. Il s'invente des histoires. Alors? Bien, c'est un peu particulier d'entendre M. Legault dire « c'est pas à moi d'analyser la légalité de ce que je propose et c'est à Ottawa de trouver des solutions », mais s'il met lui-même une solution sur la table, c'est un peu ce qu'il a essayé de faire hier, minimalement d'y réfléchir un petit peu au-delà de quelques minutes. Pour voir si elle est vivable. Bien, c'est vivable. Puis les journalistes l'ont bien questionné ce matin avec ce document du groupe de travail sur les demandeurs d'asile auquel participe le gouvernement du Québec et qui dit clairement que ce n'est pas une avenue législative possible au Canada puis que ça contreviendrait aussi à la Charte. Alors, on est dans une semaine où tout ça s'est envenimé alors qu'on avait l'impression que ça pouvait difficilement être pire que dans les dernières semaines. Mais là, on atteint... c'est comme si les ponts étaient vraiment brûlés entre... Il y avait quelque chose de particulier de voir M. Roberge après essayer de donner un contexte, de dire peut-être qu'on pourrait redistribuer des permis de travail dans d'autres provinces, essayer comme de justifier ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, est-ce que c'est mieux ça, de dire à des réfugiés, à des demandeurs d'asile, bien là, vous n'avez pas de permis de travail ici, parce qu'on a entendu M. Roberge dire, en Nouvelle-Écosse, vous allez en avoir, ou dans d'autres provinces. Est-ce que c'est mieux de dire ça comme ça? Bien, le problème, c'est qu'il a donc mis le doigt sur un problème, M. Legault, mais là, c'est comment on adopte une approche constructive. Et quand il dit c'est à Ottawa de régler le problème, bien là, c'est là qu'il y a un peu une limite à l'argumentaire. Quand Ottawa essaie de négocier aussi avec d'autres provinces, aidez-nous à vous aider, il faut essayer de s'entendre, pas faire ça dans l'adversité comme c'est en train de se faire. Donc, on a l'impression qu'il y a comme une limite à cette approche-là. On va écouter M. Duclos et M. Blanchet. La proportion, comme je disais, de demandeurs d'asile qui arrivent au Québec est rendue à 29 %, puis à peu près un quart de ces gens quittent dans l'année qui suit. Donc, oui, il y a encore beaucoup de demandeurs d'asile, mais beaucoup moins qu'avant, et un poids moins important pour le gouvernement du Québec que ce qu'on a pu connaître quand le chemin Roxham, par exemple, était encore ouvert. Et là, je pense que M. Legault va vouloir se ressaisir, expliquer plus clairement ce qu'il a vraiment en tête. Et d'emprunter des exemples incertains, en parlant de zones d'attente dont on comprend bien qu'on ne fait pas ce qu'on veut, on ne rentre pas et on ne sort pas comme on veut, ou de déplacements obligés du Québec vers ailleurs. Là, je pense qu'on rentre dans une terminologie ou dans des moyens avec lesquels j'hésite pas à dire qu'on n'est pas du tout à l'aise. Alors, il n'allait pas faire de cadeau nécessairement à M. Legault, M. Blanchette, surtout après ce qui s'est passé la semaine dernière avec ce conseil indirect de faire tomber le gouvernement. Mais bref, on voit bien qu'il y a une limite à l'accueil qui est réservé à Ottawa, puis le gouvernement fédéral
par contre, est un peu sur la défensive dans ce dossier-là depuis le départ. Ils essaient de reprendre le contrôle de la trame narrative puis dire attention, les chiffres sont peut-être pas ce que le gouvernement du Québec avance. Il y a des gens qui ont bougé, qui sont allés eux-mêmes dans d'autres provinces. C'est plutôt 29 pas 42 Bref, alors, ils essaient de remettre le navire droit, mais ils sont en mode défensif. Mais au-delà des chiffres, les demandeurs d'asile sont traités selon des conventions internationales. Donc, s'il en arrive ici davantage, on peut penser que Québec, oui, doit les recevoir, est indemnisé par Ottawa. Mais quand M. Legault dit trouvez-là la solution, comme vous l'avez dit tantôt, il en propose une, mais on n'en a pas de solution et les délais sont très longs, là, même pour les permis de travail et tout. Bien, visiblement, il y a une limite à la bonne entente canadienne puis au volontarisme des provinces. C'est ce qu'on voit de toute évidence. Puis M. Legault avait quand même un point cette semaine en disant écoutez, les solutions volontaires, que les demandeurs d'asile volontairement s'en iraient dans des provinces qui volontairement les accueilleraient, ça se passe pas, ou en tout cas pas au niveau que Québec aimerait. Mais oui, c'est une situation difficile à la fois pour le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, parce qu'on l'a souvent dit, mais il n'y a pas de solution facile dans cette dynamique-là. Mais de toute évidence, il y a une obligation de résultat quelque part, et là, à l'heure actuelle, on n'en voit pas. Puis le climat politique ne nous donne pas l'impression qu'on peut en arriver à une solution non plus, parce que même M. Miller a ajouté un peu d'huile sur le feu, rappelez-vous, il y a quelques jours. Avec les nonos? Avec les nonos, en disant que les premiers ministres... On veut des noms, les nonos. Alors, c'est ça, il les a nommés en plus, premier ministre entre autres du Nouveau-Brunswick, premier ministre de l'Alberta, etc. Et il leur a dit, eux n'en veulent pas. Alors lui-même sent qu'il y a une joute politique qui est en train de s'articuler autant au niveau fédéral que Québec-Ottawa, et ça ne vient pas aider. Dernier mot là-dessus, c'est comme si... je me trompe peut-être, M. Legault veut qu'Ottawa impose aux autres provinces ce qu'il ne veut pas se faire imposer. Cherchez l'erreur. Bien, chercher l'erreur. Puis il faudrait voir si jamais la situation était à l'inverse et que le fédéral voulait de force amener des demandeurs d'asile au Québec. J'ai l'impression que la réaction ne serait pas beaucoup plus ouverte que ce qu'on peut voir de certaines provinces. Alors, bien à suivre. Quand quelque chose n'est pas réglé, puis surtout qu'il y a les élections, peut-être, on ne sait pas quand, il n'y aura peut-être pas de solution. Suspense. Mais vous vous intéressez à Jagmeet Singh, on va l'écouter. Commencer les programmes de soins dentaires. On a forcé Justin Trudeau de le faire et on a commencé avec les personnes âgées, avec le programme. Donc, on est toujours prêt à trouver des solutions pour aider les personnes âgées. Pourquoi Jagmeet Singh? Jagmeet Singh pourrait revenir à l'avant-scène après le 29 octobre. Et peut-être, ça c'est on le sait, l'échéancier établi par le Bloc québécois. On sent que les négociations entre les libéraux et le Bloc québécois ont vraiment frappé un mur cette semaine. On n'a pas l'impression, en tout cas avec les signaux qu'on reçoit actuellement, qu'ils vont réussir à s'entendre sur cette bonification des pensions. L'échéancier est serré. M. Blanchette avait mis la barre très, très haute en disant 2 projets de loi, sanctions royales d'ici le 29 octobre. C'est ambitieux, tout ça. Alors, on peut se demander, est-ce qu'il espérait vraiment s'entendre, au fond? Et ce que ça me dit, c'est qu'au cours des prochaines semaines, M. Singh, même s'il a déchiré son entente, pourrait revenir à l'avant-scène, potentiellement avec des négociations avec le gouvernement et peut-être certaines demandes. Et vous avez entendu dans l'extrait, il ouvre la porte peut-être pour des gains ciblés pour de l'aide aux aînés. Donc, reprendre la balle au bond du Bloc québécois. Regardez, nous, peut-être qu'on va être capable de faire avancer ça et d'aller plus loin. Ils ont parlé de stabilisation des prix des aliments aussi beaucoup ces derniers mois. Alors, c'est une possibilité que Jagmeet Singh redevienne peut-être un petit peu l'acteur central aux communes en prévision de la mise à jour économique de l'automne. On sait que ça vient potentiellement, s'il y a des mesures budgétaires, avec un vote de confiance. Alors, ça laisse un joueur aux libéraux en ce moment qui sont dans une situation de plus en plus précaire, surtout si ça ne marche pas avec le Bloc, et ça leur laisse l'option du NPD. Et moi, ce que je comprends, ce que j'entends, c'est que le NPD, à moins d'un accident de parcours, est toujours pas intéressé de se lancer si vite que ça en élection cet automne, notamment parce il y a une petite montée dans les sondages, mais ce que nos sources néo-démocrates nous disent, c'est qu'on a besoin d'un petit peu plus de temps pour se positionner comme une véritable solution de rechange aux libéraux pour les progressistes. Et faire reconnaître les gains qu'il a obtenus, parce qu'on a toujours dit depuis 1 an ou 2 ans que c'était pas le NPD qui recueillait les gains. Exact. Et là, plus de gens reçoivent un traitement dentaire, peut-être, plus les gens... Si le programme aussi de l'assurance médicaments qui doit passer au Sénat peut-être la semaine prochaine, me dit-on, une fois que ça s'est arrivé, bien là, eux, ça leur donne un peu d'eau au moulin et peut-être une chance d'essayer
d'aller chercher un petit peu de crédit politique. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il gagne peut-être à attendre. Parce que si l'assurance médicaments passe la semaine prochaine au Sénat, que ça revient, ça veut dire que le Québec aura un chèque et qu'ailleurs au Canada, ils auraient un régime comme nous, on a au Québec. Il doit y avoir des ententes. Alors ça, c'est sûr que c'est pas fait. réglé, C'est ça. Qui dit non? Oui. Oui, non, mais j'allais dire, la difficulté, par contre, dans ce scénario-là, c'est qu'ils vont demeurer vulnérables aux attaques, forcément, des conservateurs, cette idée du bloc libéral. Et oui, ils ont déchiré l'entente, mais c'est un peu symbolique. Ça intéresse beaucoup les journalistes, mais dans la population, s'ils continuent à voter avec le gouvernement, de trouver à se distinguer à travers ça, ça va quand même être un beau défi. Mais je suis assez d'accord avec Louis à l'effet qu'on la logique voudrait qu'ils fassent tenir quand même un peu plus longtemps le gouvernement s'ils veulent profiter d'une remontée ou d'une réelle possibilité de gagner quelque chose aux élections. Est-ce qu'ils veulent vraiment donner les clés du Parlement à Poilievre en ce moment? Parce que c'est un peu ça qui arriverait. Là. Si on regarde les sondages, les chiffres actuels, alors ils ont besoin de se donner un petit peu de piste de décollage, on va dire ça comme ça, peut-être avant le prochain scrutin. Après le prochain scrutin, bon, on verra. Peut-être au printemps? Peut-être au printemps, vous semblez miser là-dessus. Votre inspiration, Guillaume, c'est Marois Risky, on l'écoute. Greg m'a offert lui-même de démissionner pour que lui reste avec les enfants puis que moi, je reste en politique. Mais cette décision, je l'ai prise en mon âme et conscience, au fond de mes tripes les plus sincères. J'ai pas de deux vitesses. Moi, je suis à 100% ou arrêtée complètement. Et mon choix, c'est vraiment de les élever. J'ai tellement voulu avoir ces enfants-là. Je veux les élever. Ça vous a ému, hein? Ça a ému beaucoup de monde, je pense. Oui, on sentait que ça venait du fond du cœur. Comme souvent, elle est toujours passionnée, Marois Risky, mais je pense que tout le monde va s'ennuyer d'elle parce que c'était vraiment une députée modèle en ce sens où elle faisait ce qu'on attend d'une vraie députée de l'opposition. Oui, critiquer le gouvernement, oui, questionner l'imputabilité, tout ça, mais aussi elle proposait des solutions. Elle amenait elle-même des dossiers. Elle n'était pas à la remorque de l'actualité, Marois Risky. Souvent, elle faisait des demandes d'accès à l'information elle-même pour monter des dossiers et confronter le gouvernement. Et donc, je pense qu'il y a oui, les libéraux vont s'ennuyer d'elle, mais l'ensemble de la classe politique aussi. Puis, bon, ces raisons sont éminemment personnelles et on peut les comprendre. Il y a peut-être aussi quand même une occasion de réfléchir à cette fameuse conciliation vie politique, vie familiale, qui n'est pas facile, mais quand même. Moi, j'ajouterais que, Guillaume, on était très émus, mais elle respecte son contrat avec ses électeurs. Contrairement à d'autres. C'est des bébés, oui, c'est des bébés qu'elle a. Puis, il reste encore 2 ans. Alors, pendant ces 2 années-là, elle va encore faire la route Montréal-Québec. Est-ce on pourrait imaginer des changements à l'Assemblée nationale pour faciliter la chose? Pourquoi elle ne pourrait pas participer à des commissions parlementaires en visio, voter de manière électronique et tout ça? Parce que pendant encore 2 ans, ces bébés, elle ne les voit pas du lundi au jeudi, là. Oui, puis on la sentait dans sa conférence de presse que cet engagement-là à continuer sera dans la mesure du possible. Mais oui, puis tout le monde s'est dit, qu'est-ce qu'on peut aménager? Au début, Simon Jolin Barrette ouvrait la porte. Puis là, aujourd'hui, il nous a comme dit que sa réforme parlementaire était pas mal terminée. Donc, ce sera à suivre quand même, mais certainement qu'il y aurait... À Ottawa, il y a le vote hybride maintenant qui peut donner une certaine flexibilité, qui est hérité un peu de la pandémie. Donc, ça, mais on le voit, je voyais encore Karina Gould, la leader du gouvernement en Chambre cette semaine avec sa petite fille et tout ça. Donc, c'est beau à voir, mais en même temps, c'est un rappel des sacrifices que particulièrement les femmes politiques font, les mamans qui sont dans le service public. Alors, Louis, vous nous amenez sur une note plutôt humoristique pour la fin. Je vais remettre à François Legault son chandail du King des déficits. Et le capitaine de l'équipe des déficits, du King des déficits, c'est François Legault. Nous allons faire en sorte de remettre à François Legault ce chandail-là, qui porte bien évidemment son nom. Et vous l'aurez deviné, il a le numéro 11 milliards. Bon, c'est un peu caricatural, vous me direz, mais je trouve qu'en termes de leçon de communication politique 101, c'est très efficace parce qu'il y a un élément visuel très fort, s'inscrire dans l'actualité du jour également avec ce match que l'on sait des Kings de Los Angeles et d'avoir pris le temps de soigner ça. C'est très efficace parce que ça fait beaucoup jaser. Puis là, c'est d'être capable finalement d'enfoncer le clou jusqu'à la fin sur le débat de fond. Au-delà du débat de fond en termes de communication politique, j'ai trouvé que ça, c'était plutôt efficace. À l'ère de l'image, c'était assez efficace. Il faudrait compter à un moment donné le nombre de fois où Marc Tanguay a parlé du King des déficits depuis 1 an. Je pense qu'une fois qu'il a trouvé cette expression-là, c'est revenu tout le temps jusqu'à s'incarner dans mais M. Girard, ce matin, il était assez froid. Puis il disait, ceux qui veulent y aller iront, là. Je pense que ça l'embête un peu. Ben là, d'autant que
là, je n'ai pas les derniers chiffres, mais on nous disait qu'il restait Quelques milliers de billets. Donc, c'est sûr que ça vient renforcer cette image. Et en plus, on apprenait aujourd'hui que personne de la haute direction de la Ligue nationale de hockey sera sur place. M. Bettman n'ira pas. N'ira pas, alors que ça devait être une vitrine pour le retour des Nordiques. Et à suivre aussi. Merci tous les deux. Bonne semaine.